Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors avec cette vidéo Show 219, je vais commencer une série de vidéos sur du matériel que j'ai pu trouver chez le particulier. Car si tu suis mes vidéos Show, comme tu as pu le voir, je suis toujours intervenu sur des installations de type tertiaire, voire semi-industriel, donc chez des professionnels et jamais chez des particuliers, sauf quand j'ai dû intervenir donc chez des logements de particuliers lorsque c'était des logements de fonction, ou alors lorsque les puissances étaient tellement petites, donc puissance chaude, que à la place d'avoir une chaudière au sol par exemple, on avait une chaudière murale. Donc pour différentes raisons, j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais. D'ailleurs, j'ai envie de dire les différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, et je travaillais dans le secteur donc tertiaire, voire semi-industriel, en tout cas chez des professionnels, pour passer donc dans une entreprise qui fait du particulier, que du particulier, ou en tout cas dans des entreprises qui font que du particulier, donc pour différentes raisons. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour situer le contexte. Et donc lorsque tu interviens dans un secteur de type semi-industriel, tertiaire, comme des petites usines, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite médicalisées, des immeubles du bureau, etc. Donc les installations de chauffage sont dimensionnées par rapport à la taille du bâtiment. Donc souvent ce sont des grosses chaudières. En tout cas, ce ne sont pas des chaudières de particuliers. Et c'est vrai que lorsque l'on passe pour la première fois sur du matériel que l'on trouve chez les particuliers, eh bien, j'ai envie de dire, ça fait drôle. C'est très différent. Par exemple, sur les boiler fuel, donc là, c'est le sujet de la vidéo, là, tu vas avoir que des boiler fuel qu'une allure. Il y a plein de petites différences comme ça, comme par exemple, on n'intervient pas chez un particulier comme on intervient dans une chaufferie de logement collectif. Par exemple, lorsqu'on intervient sur du collectif, voilà, on prend les clés, on y va, on rencontre personne, on fait ce qu'il y a à faire, on s'en va, puis terminé, quoi. On fait son petit rapport, voilà, quoi. Alors que chez le particulier, on passe toujours donc par le particulier, hein. Donc il y a toujours un petit côté social à avoir, hein. Et surtout, tu fais la facturation, ce que je ne faisais jamais avant, hein, vu que tout était automatisé, hein. Donc là, c'est vrai qu'après une intervention, souvent, eh bien, il faut faire payer le client, c'est-à-dire prendre le chèque, ce genre de choses. Bon, après, ça dépend des entreprises, hein. Mais là où j'étais, c'était le cas. Donc ça aussi, c'est particulier, dans le sens où ça n'a rien à voir avec la partie technique de l'installation. Donc voilà, donc lorsque tu n'as jamais fait du particulier, c'est quand même très spécial. J'en dirai pas plus sur ce sujet-là et dans cette vidéo-là. Donc cette vidéo va être un petit retour d'expérience sur mes différentes découvertes en intervenant chez le particulier. Donc là, on va voir des chaudières fuel dans les prochaines vidéos. Donc à noter que les chaudières fuel en France là vont être condamnées à disparaître, hein, à cause des nouvelles réglementations sur l'environnement. Donc là, les machines que tu vois, c'est des machines collecteurs, car le jour viendra où il n'y en aura plus une seule en fonctionnement en France. Donc c'est pas demain la veille, hein, mais voilà, dans 50 ans, il est probable que ça courra pas les rues une chaudière fuel. Donc là, j'interviens chez un particulier. L'objectif, c'est de faire l'entretien de la chaudière. Donc la chaudière, on la voit sur la photo. C'est une Ideal LB2. Et le brûleur, c'est un Weishop WL2V de 1969. Donc c'est une intervention qui date de 2020, en gros. Et donc ce brûleur a 50 ans, en gros. Donc c'est pas courant d'intervenir sur une machine qui a un demi-siècle. Donc on voit qu'à l'époque, il savait fabriquer du matériel qui dure dans le temps. Que 50 ans un brûleur, la chaudière a le même âge. On peut dire que cette machine a été plus que rentabilisée. Donc là, on peut voir la face avant de la chaudière. Donc on dirait pas qu'elle a 50 ans, hein, car tous les écrans sont en bon état. On voit que cette chaudière est très bien conservée. Elle se trouve dans une maison, en sous-sol. Donc avant de faire l'entretien d'une chaudière au sol chez un particulier, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà vérifier si elle fonctionne ou pas. Car ça m'est arrivé plusieurs fois, là où j'ai travaillé, que le particulier demandait donc l'entretien de sa chaudière, mais sa chaudière était déjà en panne. Et souvent, il y a des particuliers qui font une demande d'entretien tout en sachant que la chaudière est en panne. Sachant qu'une demande d'entretien et un dépannage, ce n'est pas du tout la même chose, car lorsque l'entreprise t'envoie en intervention pour un entretien de chaudière, eh bien, il y a un temps qui est alloué, c'est-à-dire que tu peux pas passer 3 heures dessus. Donc le dépannage, ça peut être plus ou moins long, et surtout que lorsque tu as fini ton entretien, tu dois contrôler le fonctionnement de la chaudière, quoi, du brûleur, voir si la combustion est bonne, ce genre de choses. Donc si le brûleur est en panne, déjà ça c'est pas possible de le faire. Donc à la base, j'étais venu pour faire l'entretien de la chaudière, mais comme je m'étais déjà fait avoir chez un client, avant de commencer l'entretien, j'ai mis en marche
le brûleur, et j'ai pu me rendre compte que le brûleur ne marchait pas, dans le sens où il se mettait en défaut flamme. Donc déjà, pour faire le test, il faut l'allumer. Donc quand on tombe sur du vieux matos comme ça, déjà la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on met en marche le brûleur. Sachant que c'était une maison qui était ancienne, que ce brûleur n'avait pas tourné depuis, je crois, quelques années, car la personne qui avait récupéré cette maison-là, donc c'était un héritage, donc la personne d'avant était partie en maison de retraite, et lorsqu'elle est décédée, eh bien, les enfants ont hérité, donc pour pouvoir vendre cette maison-là, ils voulaient vous contrôler si la chaudière marchait, ils voulaient faire l'entretien de la chaudière, ce genre de choses, car c'est obligatoire en France de faire un entretien de chaudière pour les assurances, entre autres. Donc je constate qu'à côté de la chaudière, pas très loin sur le mur, il y a un coffret électrique. Donc c'est pas un coffret électrique d'origine, hein, car dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, je crois qu'ils étaient encore au fusible à porcelaine là. Donc ce type de coffret n'existait pas, ça ressemblait pas du tout à ça, les coffrets électriques il y a 50 ans. Mais cet endroit-là a dû être rénové car on voit des disjoncteurs, ce genre de choses. Donc on voit en bas deux boîtiers gris, donc ça c'est le régulateur d'une PAC qu'ils ont fait installer, je crois, au début des années 80. Donc les pompes à chaleur existaient déjà il y a 40 ans, hein. C'est pas du matériel qui est nouveau. Donc ça je pense que je la remonterai dans une prochaine vidéo. Donc c'était une pompe à chaleur de relève, hein, c'est-à-dire à l'intersaison, le but c'était de tourner sur la pompe à chaleur et après quand il faisait vraiment froid, de passer sur la chaudière fuel. Ça permettait de faire des économies de fuel. Donc là sur ce coffret électrique, donc on peut voir là, donc ce que je disais là, les deux boîtiers gris, donc ça c'est le régulateur de la pompe à chaleur qui date des années 80, il me semble. Et donc en haut, on voit la partie qui sert à alimenter le brûleur et la chaudière parce qu'il y a une pompe aussi, hein. Donc on voit qu'il y a une horloge. Alors je sais pas si elle fonctionne, hein, ça j'ai pas eu le temps de le contrôler. On voit qu'il y a un porte-fusible chaudière, on voit qu'il y a un disjoncteur phase neutre 10 A pour la pompe de la chaudière. On voit l'interrupteur à droite là, pour la PAC, la pompe à chaleur, et MF, chaudière, donc sûrement marche arrêt de la chaudière. Donc c'est d'ici que j'ai fait la mise sous tension de la chaudière et du brûleur, hein. Donc après ça a lancé sa séquence et ça s'est mis en défaut. Voilà. Bien sûr, il faut ouvrir le robinet fuel, hein, comme on peut le voir sur la droite là, le petit robinet, et demander au client s'il y a du fuel dans la cuve, hein. J'ai pas été contrôlé, hein, je lui ai demandé. Il faut aussi bien sûr contrôler la pression d'eau qu'il y a dans le circuit de chauffage. Il faut que la chaudière bien sûr soit pleine en eau. Et après il faut aussi contrôler que les vannes sur le circuit hydraulique soient ouvertes pour que l'eau puisse circuler. Et voir aussi si les circulateurs, s'il y en a, fonctionnent. Donc sur cette installation là, il y en avait. Et je dis ça parce que les tuyaux étaient vachement gros. Donc à l'époque ça doit être une installation je pense en thermosiphon et qui a été modifiée. Donc après j'ai fait la mise à feu, quoi, elle s'est faite automatiquement. Quand j'ai mis la tension au brûleur et à la chaudière et on peut voir que le coffret de sécurité sans voyant est rouge. Donc là la panne à trouver elle est extrêmement facile, hein, je vais en parler. Je n'entends pas le brûleur souffler, donc le moteur fait un bruit bizarre mais il ne tourne pas, c'est-à-dire qu'il ne souffle pas. Donc je réarme encore le brûleur, je me dis on sait jamais, il va peut-être se débloquer et je constate que non. Le moteur fait un bruit bizarre mais il ne souffle pas, donc il ne tourne pas. Donc sur ce type de brûleur là de toute petite puissance, on est sur du moteur monophasé et donc un des problèmes que peut avoir un moteur monophasé, c'est d'avoir son condensateur défectueux. Car un moteur monophasé, des fois, lorsqu'il couine, c'est parce que son condensateur est naze. Alors il aurait pu couiner parce qu'il aurait pu être bloqué, hein. Mais là, ce n'était pas le cas. Il n'était pas bloqué. Donc je coupe l'alimentation électrique du brûleur et de la chaudière car je vais vouloir contrôler la capacité en farad du condensateur pour savoir s'il est bon ou pas. Car bien sûr c'est une intervention qui se fait hors tension. Et donc en m'approchant du condensateur, j'ai pu me rendre compte qu'il était ouvert et qu'une substance noirâtre coulait. Quoi coulait? Quand tu touchais, tu sentais cette substance là. Alors on peut le voir là sur la photo. On peut voir que là où il y a les raccordements électriques, le couvercle du condensateur est ouvert. Donc là heureusement j'avais les gants parce que il y a une matière noirâtre qui tache, on dirait du goudron, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un isolant. En tout cas il vaut mieux éviter de le toucher à main nue parce que une fois que tu touches ça avec tes gants sont morts. Donc moi j'utilise toujours des gants en nitrile jetables justement parce que ce sont des gants jetables et d'ailleurs quand tu fais du fuel tu es obligé d'avoir des gants en nitrile lorsque tu interviens car sinon pour se laver les mains c'est extrêmement chiant, long, alors qu'avec les gants en nitrile ça prend le temps de changer de gants et t'as toujours les mains propres. De plus, je vais rajouter qu'une des problématiques quand tu fais du particulier, c'est que si tu es sale, tu rentres chez les gens, donc déjà tu peux salir chez les gens et ça peut mal se passer. Et si tu as les mains dégueulasses, donc le fuel c'est ça, hein, si tu n'as pas ce qu'il faut pour te nettoyer dans ton véhicule, et si tu vas dans la salle de bain du client, ça va pas le faire non plus parce que tu vas tout salir, parce que le fuel c'est très sale. Donc le mieux c'est de rester propre et d'avoir tout ce qu'il faut pour être autonome sur le chantier à ce niveau-là. C'est pas comme lorsque l'on fait du tertiaire où il y a toujours un endroit où on peut se nettoyer les mains, ce genre de choses, même si on salit, c'est pas trop grave. Alors que le particulier, non, on peut pas faire ça. Donc là, ce que j'ai conseillé au client, eh bien, c'est de remplacer le condensateur. Et pareil, là, de refaire les deux cosses, là,
car on voit que les fils sont un peu abîmés. Je fais les papiers, j'envoie tout ça à mon responsable, donc tout est ok. Donc quelques jours après, là, je vois mon responsable pour savoir ce qu'il en est là pour changer le condensateur de ce brûleur là, et il me dit qu'il a convaincu le client de carrément remplacer son boiler fuel de 50 ans par un boiler fuel neuf. Alors c'est très con, hein, parce que le prix d'un condensateur et le prix d'un boiler fuel neuf, c'est pas le même, hein. C'est pas le même prix déjà. Et puis deuxièmement, hein, quitte à mettre de l'argent dans une installation, vu que les boilers fuel, les chaudières fuel sont condamnés, autant tout remplacer par un système plus moderne qui rentre bien dans le cadre des nouvelles lois pour l'environnement. Mais bon, j'ai pu remarquer que souvent les entreprises préféraient vendre du matériel neuf parce que ça rapportait beaucoup plus d'argent à l'entreprise que faire un dépannage basique. Si elle avait le choix, c'est-à-dire que si elle pouvait convaincre le client d'acheter du matériel neuf, elle faisait plutôt une vente car ça rapporte plus d'argent qu'un dépannage. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater sur le terrain. Alors comme je pensais revenir donc changer le condensateur, donc j'en profite pour faire le tour de la chaudière. Donc ce qui est intéressant avec ces vieilles chaudières là, c'est qu'il y a une trappe en haut que tu peux ouvrir et donc tu peux voir l'intérieur de la chaudière. Et lorsqu'elle fonctionne, tu peux voir la flamme aussi. Donc là je joue pour voir si la chaudière est sale ou pas en ouvrant cette trappe là. Je vois que sur le côté on peut enlever la plaque latérale, je la soulève. Et là on peut voir là où j'ai mis la flèche là, qu'il y a une sorte de plaque que l'on peut enlever. Et je pense que c'est une sorte de carnot pour évacuer les fumées, hein, comme l'on peut voir dans les chaudières acier, là, plusieurs parcours, sauf qu'on peut pas y accéder comme ça, là. On y passe, nous y couvillons. Donc voilà, je l'ouvre pas, mais je vois que la chaudière est pas dégueu. Donc là, on peut voir l'arrière de la chaudière. Donc on peut voir le vase d'expansion, la 24 voies. Donc à l'époque, sur les chaudières fuel, en tout cas, sur ce type d'installation-là, il y a une 24 voies, hein. C'est pour éviter que la température de retour de l'eau de chauffage soit trop basse et que les fumées condensent dans la chaudière. Donc c'est pour éviter d'atteindre le point de rosée et donc c'est pour éviter que de l'eau acide coule dans la chaudière. Car le fuel, lorsque ça condense, produit de l'acide sulfurique. Parce que dans le fuel, il y a du soufre. Et l'acide sulfurique, c'est H2SO4. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome de soufre, 4 atomes d'oxygène. Bon, après on voit que cette chaudière, elle est en fonte et c'est vrai que les chaudières comme ça sont vraiment solides. Et le risque de la condensation, c'est que la chaudière, l'échangeur perce. Donc là, un petit zoom sur la vanne 4 voies. On voit qu'il n'y a pas de servomoteur électrique dessus. Donc on voit qu'elle se règle de manière manuelle. On peut voir au-dessus là, le mano. On voit que la pression est de 0,6 bar, on dirait. Donc là, la pression d'eau n'est pas suffisante, hein. Il faut remettre de l'eau et on peut voir aussi en haut de la photo, sur la partie orange, le début de la volute de la pompe. En tout cas, ça y ressemble fortement. On voit qu'ils ont mis un système adaptable. Donc voilà pour ça. Donc on peut voir aussi, il y a un robinet là. Donc je pense que c'est le remplissage de souvenirs. Donc on voit que c'est pas aux normes, hein, parce que je vois pas de clapet anti-retour. En tout cas, il n'y a pas de disconnecteur ou de clapet anti-pollution. Mais sur une chaudière, il faut un disconnecteur. On peut voir aussi là, c'est la soupape. Ça y ressemble. Et on peut voir donc 2 pompes. Donc ça ressemble à une pompe. Là, je m'en souviens plus, mais au-dessus de la 24 voies là. Et la pompe là sur la droite. Je sais plus ce que c'est, mais ça doit être une pompe de chauffage. Parce qu'avec le temps, on oublie assez vite ce que l'on a fait en intervention sur une installation. Donc pareil, comme je pensais revenir, j'en ai profité pour ouvrir vite fait le brûleur pour avoir la référence du gicleur, car là où j'étais là, j'avais récupéré un fourgon là, et malheureusement il manquait la moitié de l'outillage, comme c'est souvent le cas lorsque tu arrives en entreprise, hein. Et j'avais pas de gicleur, donc voilà, j'avais prévu le coup, je me suis dit je vais regarder le gicleur qu'il y a sur ce boiler fuel, comme ça lorsque je reviendrai faire l'entretien, ben, j'aurai la référence exacte du gicleur, car lorsque l'on fait un entretien de boiler fuel, il faut remplacer le gicleur par un neuf. Donc là, on peut voir que c'est un gicleur de 1,50 gallons US par heure. On voit que les électrodes sont propres. Alors, je sais pas si je les avais grattées tant que j'y étais. Donc, cette photo est très intéressante parce que lorsque tu n'as jamais fait du brûleur de particulier, donc du tout petit brûleur, lorsque tu as fait, par exemple, du brûleur que tu trouves dans le tertiaire, hein, de moyenne puissance, c'est-à-dire au-delà de 150 kW, hein, jusqu'à l'infini, j'ai envie de dire, eh bien tu vois que les brûleurs de particuliers s'ouvrent de manière étrange. Il y en a, je m'en souviens, je me suis creusé la tête pour savoir comment est-ce qu'il fallait faire pour accéder à la tête de combustion, dont les électrodes d'allumage. Ça, c'est vrai qu'il y a des brûleurs de particuliers, quand tu les as jamais vus, il y en a, ils te font galérer, quoi. Alors que sur des brûleurs moyenne puissance, c'est toujours la même chose, c'est simple. Là, on voit que le truc, c'est un millefeuille. Donc il y a quelque chose d'extrêmement important lorsque l'on fait de la maintenance, hein, c'est la documentation des machines, que ce soit de la chaudière ou du brûleur. Car souvent sur les installations, en tout cas lorsque l'on a affaire à des professionnels, les documentations souvent sont perdues, il faut appeler le constructeur pour les récupérer. Suivant la marque, c'est la misère, c'est la galère pour récupérer de la donnée, c'est-à-dire récupérer les docs. Ici ce qui est bien, c'est que souvent chez les particuliers, les documentations restent sur la chaudière. Donc là, ce brûleur a 50 ans, la chaudière a le même âge, et donc il y avait la documentation.
non. Donc c'est une documentation collector, hein, c'est un 50 ans, un demi-siècle, donc je pense pas que si tu appelles le constructeur là, Ideal Standard, hein, je crois qu'il a été racheté, si tu demandes la documentation de la Ideal Standard LB2, je suis pas sûr qu'il soit capable de la ressortir. De plus, avec les documentations, lorsqu'on ne connaît pas la chaudière ou le brûleur, et bien c'est comme ça qu'on s'auto-forme, hein, lorsque l'on découvre du nouveau matériel. Donc ça c'est du nouveau matériel pour moi, mais qui a 50 ans. Donc voilà, donc je vais lire cette documentation parce que je la trouve hyper intéressante dans le sens où elle est concise et on voit qu'à 50 ans, ils savaient déjà faire des documentations, quoi. Donc déjà sur la première page, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit dessin qui nous montre les différents éléments de la chaudière avec leur nom. Donc on peut voir, hein, le thermomètre, l'aquasta, donc c'est ce qui permet de régler une consigne sur l'eau de la chaudière et c'est ce qui va permettre donc de donner l'ordre au brûleur de se mettre en marche ou de s'arrêter. Donc après on a le dessus de jaquette amovible, donc ça on l'a vu dans la vidéo, hein, je l'ai enlevé. Donc là après au milieu de la chaudière on voit en haut la porte de foyer, accès aux carnaux horizontaux. En dessous, on a le regard pour contrôle de flamme avec à côté là le clapet d'explosion. Donc ça, c'est vrai que c'est pas rassurant, hein. Pour ça qu'une chaudière fuel, il faut la réarmer une fois, deux fois, et après, lorsque ça repart pas, il faut appeler un technicien de maintenance spécialisé sur les chaudières fuel. Parce que si tu appelles quelqu'un qui fait que du gaz, ça va pas le faire. Sauf si c'est une panne, comme il y a eu dans cette vidéo-là, une panne électrique. Et voilà, le danger du fuel, c'est que si la chaudière est chaude, si tu réarmes ton brûleur au-delà de 50-60 degrés, si les parois donc sont chaudes, hein, le brûleur, le fuel qui est à l'état liquide va vaporiser, ça va faire un brouillard de vapeur de fuel et s'il y a une flamme qui se produit à ce moment-là, la chaudière explose. C'est pour ça que le fuel, tant qu'il est froid, c'est pas dangereux. Tant que la chaudière est froide, c'est pas dangereux. Par contre, dès que la chaudière est chaude, ça peut être extrêmement dangereux de refaire des mises à feu, sachant qu'à chaque mise à feu du fuel est libéré dans la chaudière. Pour ça qu'on dit en particulier, tu réarmes une fois, deux fois, et après il faut arrêter et appeler un professionnel. Et quand je dis un professionnel qui fait du fuel, de la chaudière fuel. Et après en bas on a la plaque spéciale pour mise en place du brûleur. Donc ça ok, ça c'est la première page. Donc après change de page, mise en service. Ne jamais mettre en route la chaudière sans s'assurer que l'installation est remplie d'eau. Se conformer pour le remplissage aux instructions données par l'installateur. Avant la mise en service, s'assurer que la porte pivotante formant clapet d'explosion peut osciller librement et qu'elle retombe correctement dans son logement. La mise en route et le réglage du brûleur doivent être effectués par l'installateur. Ce dernier donnera également les indications nécessaires à la conduite et à la surveillance de l'installation. Toute anomalie de fonctionnement doit être immédiatement signalée à l'installateur. Veillez particulièrement à ce que le réglage initial du brûleur ne se modifie pas accidentellement. Le regard de contrôle placé sur la porte foyer permet de vérifier que la flamme garde un aspect normal et des proportions convenables. Elle doit rester bien centrée dans la chambre de combustion et ne lécher aucune paroi de la chaudière ou du revêtement de foyer. Donc là je passe à la page suivante, entretien. Pour l'entretien du brûleur, se conformer aux indications de l'installateur. En ce qui concerne la chaudière, il est indispensable de la ramoner régulièrement. En effet, les surfaces de chauffe encrassées par les suies diminuent le rendement et nuisent au bon fonctionnement de l'installation. Pour le ramonage, procédez comme suit, tous les 15 jours environ. Donc ça, c'est à l'époque où le fuel était vraiment dégueulasse, hein, parce que actuellement, hein, c'est 2 fois par an. Bon, après, ça dépend de la qualité du fuel et de l'utilisation de la chaudière fuel, son nombre d'heures de fonctionnement. Parce que là, à l'époque, hein, il disait de faire le ramonage tous les 15 jours. Donc le fuel devait être vraiment dégueulasse, du fuel de mauvaise qualité. D'ailleurs, on peut voir sur le dessin, sur le schéma, donc ce que j'avais montré tout à l'heure avec les petites flèches rouges, c'est le tampon de ramonage, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et au milieu, on voit le carnot horizontaux. Donc là, on voit que c'est une chaudière 1, 2. Donc en bas, c'est le corps du foyer, c'est le premier parcours. Les carnots en haut, c'est le deuxième parcours. Et on va jusqu'à des chaudières à 3 parcours. Donc tous les 15 jours environ, ok. Coupez le courant afin que le brûleur ne puisse pas se mettre en route. Vérifiez que la tête du brûleur ne risque pas de recevoir les suies retombant dans le foyer. Enlevez les 2 1/2 dessus de jaquette et débloquer les couvercles de ramonage situés à la partie supérieure de la chaudière. Avec la brosse de petit diamètre, nettoyez d'abord les surfaces verticales entre chaque élément et les 2 côtés de la chaudière en manœuvrant la brosse en oblique comme représenté par les flèches sur la figure ci-dessus. Refermez les couvercles de ramonage et les bloquez soigneusement. Replacez les 2 1/2 dessus de jaquette, donc ça c'est les plaques, les petites plaques, par la porte de ramonage avant. Procédez ensuite au balayage des carnaux horizontaux en utilisant la brosse de gros diamètre. Pour cette dernière opération, poussez la brosse de l'avant de la chaudière vers l'arrière. Les suies sont ainsi repoussées vers la boîte à fumer, d'où elles seront extraites par la trappe de nettoyage. Donc la trappe est à l'arrière. Donc à l'époque, le gars qui avait ce type de chaudière là, il devait faire ça tous les 15 jours à cause des suies. Voilà, donc ça aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un de faire le rendement de sa chaudière tous les 15 jours, c'est quand même un peu spécial. Quoique, si tu te chauffes au bois, suivant comment tu te chauffes avec du bois, l'entretien c'est tous les jours. Donc là, je suis toujours sur la même page. Alors,
pas d'exploitation économique sans un entretien régulier. Donc ça n'a pas changé ça. De temps en temps, vérifier le niveau de l'eau au vase expansion ou à l'indicateur. Donc ça c'était à l'époque où il y avait des vases expansion ouverts. Donc là on l'a vu là dans les photos précédentes, c'est un vase expansion fermé. Les vases expansion ouverts ont été dégagés. D'ailleurs c'est pour ça que les tuyaux sont aussi gros. Probablement c'était à l'époque, il ne devait pas y avoir de pompe, ça devait tourner par thermosiphon. Probablement, je dis ça parce que souvent quand les tuyaux sont gros comme ça, surtout pour une maison de particulier, c'est que ça fonctionnait par thermosiphon, donc sans pompe. Voilà, donc vérifier le niveau de l'eau au vase expansion ou à l'indicateur et ajouter si nécessaire, mais auparavant mettre le brûleur sur la position arrêt jusqu'au refroidissement complet de l'eau de l'installation. Normalement, on ne doit pas avoir à remettre d'eau. Si l'on devait en ajouter plusieurs fois de suite, c'est qu'il y aurait une fuite. Prévenir alors l'installateur. Donc, à la fin de la saison de chauffage, pour éviter toute détérioration, faire ramoner soigneusement la chaudière ainsi que la cheminée. Donc à noter que lorsque tu fais faire un entretien pour du fuel, il y a 2 entretiens à faire. Celui-là de la chaudière et celui du conduit de cheminée. Moi je faisais que la chaudière, donc le ramenage de la chaudière, pas le conduit de cheminée. Car pour faire le conduit de cheminée, déjà ça prend beaucoup de temps, et puis il faut du matériel spécifique, car il faut monter sur le toit, plus le matériel qui sert à ramener les conduits de cheminée. Et on ramène les conduits de cheminée pour éviter de faire ce que l'on appelle un feu de cheminée. Quand il y a trop de suie dans un conduit de cheminée, suivant la température des suies, eh bien ça peut s'auto-inflammer. C'est comme ça que des maisons brûlent, parce que l'entretien du conduit de cheminée n'est pas fait. Car quand il y a un feu dans un conduit de cheminée, ça peut se propager au toit, et voilà quoi. Donc pour éviter toute détérioration, il faut faire ramener soigneusement la chaudière ainsi que la cheminée. D'ailleurs il précise soigneusement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire et correctement. Débrancher le tuyau de fumée et fermer toutes les portes de la chaudière pour éviter la circulation de l'air à l'intérieur. Donc là, débrancher le tuyau de fumée, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire là. Afin d'éviter les condensations intérieures et les corrosions qu'elles peuvent entraîner, il est recommandé en outre de boucher l'orifice de la buse de fumée et de placer sur la grille un récipient non métallique contenant de la chaux vive à renouveler si nécessaire. Ouais, donc là ils font pas semblant là, c'est-à-dire qu'ils veulent complètement chuter le taux d'humidité dans la chaudière. Peut-être qu'à l'époque ils étaient pas trop sûrs de leur matériel, mais là on peut voir que 50 ans après, ça n'a pas été fait, ça c'est sûr. La chaudière est toujours là. Il est indispensable d'effectuer le nettoyage et le ramonage de la chaudière dès la fin de la période de chauffage afin d'éviter que les suies durcissent avec le temps, ce qui les rend difficiles à enlever. Elles peuvent en outre nuire à la bonne conservation de la chaudière. Donc ça c'est très vrai, malheureusement il y a des gens qui font les entretiens de chaudière juste avant le redémarrage de la saison de chauffage et c'est très con parce que souvent lorsqu'il y a des problèmes, eh bien le chauffage ne peut pas démarrer parce que la pièce défectueuse doit être commandée. C'est triste mais c'est comme ça m'est arrivé une fois là sur une intervention en pleine saison de chauffe, entretien brûleur fuel. Et l'entretien s'est mal passé et la personne n'a plus de chauffage pendant plusieurs jours. Car quand tu touches un vieux brûleur, eh bien des fois le coffret de sécurité, tu sais pas pourquoi mais il lâche. Et pour finir, donc on voit que c'est une documentation qui est vraiment très courte, ce qu'il faut éviter. Ne pas trop pousser la chaudière, ce qui pourrait la détériorer. Donc ça c'est mettre une puissance flamme trop importante. Il ne faut pas retirer de l'eau chaude de la chaudière et la remplacer par de la froide car la plupart des eaux sont impures et contiennent des sels calcaires. Ceux-ci se déposant dans la chaudière pourrait à la longue l'entartrer. L'eau que contient l'installation peut servir indéfiniment et ne doit être renouvelée qu'en cas de nécessité, réparation, etc. Afin d'éviter le risque de geler, si la chaudière n'est pas allumée en hiver, il y a lieu de vider l'installation, comme on le fait pour toute canalisation d'eau, ou d'assurer une protection antigel avec un produit de qualité spéciale pour chauffage central. Donc là on a un petit schéma qui montre l'arrière de la chaudière, donc on voit la buse de fumée, donc c'est là où sort les fumées de la chaudière, c'est raccordé au conduit, et le trap de ramonage qui se démonte pour récupérer les suies. Alors c'est quand même mieux de faire d'abord le ramonage du conduit de cheminée et après celui de la chaudière, ou si le ramonage du conduit de cheminée est fait après que le ramonage de la chaudière a été fait, il faut désaccoupler le conduit de cheminée de la chaudière, sinon toute la merde du conduit de cheminée va finir dans la chaudière qui a été ramonée, ce qui serait très con. Et voilà, et pour conclure cette vidéo, dans la vidéo je pense froid 380 quand elle sortira, je mettrai là ce plan là avec quelques photos de la pompe à chaleur de relève qui date des années 80 de souvenirs. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.